Bonjour, bienvenue dans la série sur le spin. Alors, continuons sur les propriétés des particules quantiques, microscopiques. On a dit que les particules étaient des ondes, ou du moins qu'elles en avaient fortement les caractéristiques. Donc, essayons de préciser ça. Alors, on va voir ça avec l'expérience de Young. Alors, l'expérience de Young, en fait, est très ancienne. Elle date du 19e siècle, elle ne concernait pas les objets quantiques. C'était uniquement sur les ondes. Mais elle est très pratique et elle a été pratiquée depuis sous cette forme ou des formes un peu différentes ou plus élaborées. Euh, donc, l'expérience consiste en faire ceci. Donc, on a des ondes, on va prendre ici des vagues, de simples vagues sur l'eau, et on place une digue percée de 2 trous. Les vagues arrivent sur la digue et elles passent par le trou. Elles forment alors des ondes, des vagues circulaires sortant des 2 trous. C'est quelque chose qu'on peut observer très facilement en mer ou même dans sa baignoire. On place une cible. Ici, ça peut être une plage en pente douce avec du sable sec et les vagues viennent mouiller le sable et plus la vague est haute, plus elle s'avance loin sur le sable. On constate alors que les vagues qui arrivent forment une grandeur, donc une distance mise sur le sable, typiquement de cette forme-là. Plus typiquement, on observe ainsi des branches lumineuses, pas lumineuses, des branches intenses de l'onde séparées. C'est ce qu'on appelle typiquement séparées par des zones plus faibles ou presque nulles. Et c'est ce qu'on appelle typiquement une figure d'interférence. Alors que se passe-t-il? Eh bien, les vagues, si on les regarde de profil, sont comme ceci. Supposons qu'à un endroit, 2 vagues se croisent. Par exemple, en arrivant sur la cible. Alors, si les vagues arrivent de concert, en même temps, leur grandeur, l'eau soulevée va augmenter et on va obtenir une vague plus forte. Mais si les vagues y arrivent de manière décalée, l'eau d'une bosse va remplir le creux de l'autre vague et les 2 vagues vont s'annuler l'une l'autre et on obtiendra presque rien, avec évidemment les cas intermédiaires pour des décalages intermédiaires. Ici, les vagues circulaires qui sortent des trous doivent parcourir un chemin différent, une longueur différente selon le point sur la cible, sur la plage, ce qui fait que les décalages entre les 2 vagues seront variables et donc parfois s'ajoutent, parfois se soustraient. Ce qu'on appelle des interférences constructives et des interférences destructives, formant ainsi une figure d'interférence. Ce type d'interférence est vraiment typique des ondes. Et ne sont produits qu'avec des ondes. On peut aussi faire l'expérience avec du son, en utilisant cette fois-ci pour cible un microphone, par exemple, ou des microphones. On peut aussi faire l'expérience avec de la lumière, c'est-à-dire des ondes électromagnétiques. Une expérience courante de laboratoire, même pour des étudiants. J'en ai fait une, alors c'était pas en tant qu'étudiant, mais plutôt en stage, là. J'avais fait ça en stage. Là, la lumière utilisée, c'était un laser. Pour les pentes, on utilisait une diapositive noire, avec du noir de fumée, dans lesquelles on pratiquait 2 fines fentes très proches, avec une lame de rasoir. Et on obtenait, à une dizaine de mètres sur un mur, on obtenait une figure d'interférence lumineuse typique des bandes lumineuses et sombres sur le mur.
Très intéressant. Notons que, en utilisant le chemin parcouru par les ondes, là, on peut vérifier que le décalage ici, on peut le calculer très simplement, et donc la distance entre les différentes tranches d'interférence, on peut le calculer ou le mesurer. Cette frange dépend typiquement de la vitesse des ondes, elle dépend de la distance entre les fentes et la cible, de la distance entre les fentes, donc L, D, et de la longueur d'onde des ondes qui sont utilisées. Et on obtient une petite relation relativement simple. Pour la calculer, c'est un peu plus compliqué, il faut un petit peu de trigonométrie. Et puis, imaginons maintenant une telle expérience qui n'est pas faite non avec des ondes, mais avec des corpuscules, des petits corpuscules. Prenons par exemple des balles de fusil. Là, on utilise, non pas une dille bien sûr, mais une paroi blindée avec 2 trous, et on tire vers ces trous avec par exemple une mitrailleuse qui envoie des milliers de balles, et ces balles, rebondissant sur les bords du trou, vont se disperser par les 2 trous. Ça va alors former, celles-là, les balles qui passent par ce trou-là, vont former des impacts sur une cible, par exemple une grande planche de bois. On va avoir des tas d'impacts, et si on compte le nombre d'impacts, on va avoir typiquement un nombre comme ça. Pour la première fente, beaucoup de balles en face du trou, beaucoup moins de balles pour les balles déviées sur le côté. Et de même pour les balles venant par l'autre fente. Et si on fait la somme des deux sur la cible, on obtient typiquement une figure avec 2 bosses et un creux. Et c'est tout. Et donc pas un léger creux, ça dépend aussi de la distance entre les trous. En général, les trous dans ce type d'expérience de Young sont très rapprochés, et donc le creux est très faible, voire même quasiment nul. Donc on n'a pas de figure d'interférence, et c'est évident puisque on fait simplement la somme des impacts venant par chaque fente. Donc un simple argument de comptage, on compte les balles, les corpuscules passant par telle fente, on fait la somme sur la cible, et on n'a pas de figure d'interférence. Voyons maintenant les particules quantiques. Alors, on peut faire l'expérience avec des électrons. Les électrons ayant une charge électrique, ils peuvent être utilisés par exemple dans un tube cathodique de télévision, les anciennes télévisions, pour faire des impacts lumineux sur l'écran, pour faire une image. Et on les imagine assez intuitivement comme de petits corpuscules, bien que ça ne soit pas juste. Essayons de faire l'expérience avec des électrons. Alors ici, on va utiliser donc un tube cathodique, qu'on appelle aussi canon à électrons, qui va envoyer un flux d'électrons sur une plaque métallique avec 2 trous. À nouveau, les électrons vont jaillir des 2 fentes, et on va avoir des impacts. Et qu'est-ce qu'on constate? Si on compte le nombre d'impacts sur la cible, on va en avoir beaucoup ici, un peu ici, et quasiment pas ailleurs. Donc le nombre d'impacts forme aussi une figure d'interférence. En fait, cette figure d'interférence est strictement identique à celle qu'on obtient avec des ondes. Donc, contrairement à cette fausse intuition, les électrons se comportent comme des ondes, comme des vagues, comme le son. On pourrait dire, oui, mais bon, les électrons ont une charge électrique, ils se repoussent entre eux, à cause de la répulsion électrostatique, il peut y avoir des effets. Mais non, parce que
on peut faire l'expérience en envoyant les électrons un à un. On envoie un seul électron aux cartes d'impact, on envoie un deuxième électron aux cartes d'impact, et ainsi de suite. Et là, on va avoir une accumulation de points progressive, petit à petit, qui, à force d'avoir de plus en plus d'impact, va former cette figure d'interférence. Donc ce n'est pas des interactions entre les électrons qui provoquent ça. Les électrons individuels se comportent aussi de cette manière. Sauf que comme il n'y a qu'un impact, il faut faire beaucoup de fois l'expérience avec beaucoup d'électrons pour voir au final cette figure d'interférence avec ces bandes d'impact d'électrons qui se forment sur la cible. On peut d'ailleurs faire le même avec la lumière. Avec la lumière, une lumière suffisamment faible, on peut avoir un seul photon, qui est la particule quantique qui correspond aux ondes électromagnétiques, à la lumière. Et là aussi, un photon à la fois, on a des impacts bien localisés, des petits points lumineux, sur l'écran, par exemple un écran cathodique, ou un écran, une plaque photographique par exemple. Et sur la plaque photographique, on va avoir cette accumulation de petits points qui va finir là aussi par former cette figure d'interférence. Avec une lumière plus vive, comme je l'ai expliqué avec le laser, on n'observe pas ces points. On a des bandes bien lumineuses, mais c'est pour une raison très simple. Pour un petit laser, comme ceux des pointeurs laser qu'on utilise pour un tableau, on envoie une seconde le laser sur l'écran. En fait, ce sont des milliards de photons qui passent. On ne voit pas les points isolés parce qu'il y en a trop. Ils sont tellement accumulés qu'on voit une lumière continue. Mais en fait, c'est réellement des points qui s'accumulent. Et on sait fabriquer maintenant des sources de photons uniques, et même avec différentes propriétés, et qui sont bien pratiques dans certains développements modernes de la physique, et en particulier la cryptographie quantique ou des choses comme ça. On en reparlera un peu. Donc, particules égale ondes. Mais ce ne sont pas des ondes classiques. Ce ne sont pas des vagues. Nos électrons ne se comportent quand même pas tout à fait comme des vagues. Il y a deux différences importantes. Il y en a une troisième qu'on verra après. Mais déjà, à ce stade, on peut en citer deux. La première, c'est qu'on n'a justement pas cette distribution continue. Même si vous n'envoyez qu'une seule vague, une seule bosse, elle va se disperser sur toute la plage. Vous n'aurez pas beaucoup d'eau mouillée, parce qu'il n'y a qu'une seule petite vague, mais elle sera quand même dispersée, avec ses figures d'interférence, sur toute la plage. Tandis que l'électron, ou le photon, donne un impact bien localisé. C'est une différence importante. On constate aussi d'ailleurs que ces impacts sont aléatoires. Vous pouvez envoyer vos photons ou vos électrons avec toute la précision que vous voulez, même une précision qui serait inférieure à 1/1000 de millimètre, et on sait le faire. Malgré ça, les impacts vont être là, puis là, puis là, puis là, puis là. Donc c'est aléatoire. Donc ça, c'est un caractère important des particules quantiques. Elles ont un comportement typiquement ondulatoire, mais quand on les mesure sur la cible, quand on vérifie leur présence sur la cible, on a des impacts localisés et aléatoires avec une certaine distribution de probabilité. Ici, les électrons ont une probabilité beaucoup plus grande d'arriver au centre et des probabilités un peu plus faibles d'arriver là et très très faibles d'arriver dans les creux. La deuxième caractéristique qu'on peut tirer de ça, c'est que les particules sont quantifiées. C'est particulièrement flagrant avec l'électron parce qu'il porte une charge électrique qui est facile à mesurer avec des fils électriques, avec des condensateurs, tout ce qu'on veut. Très facile de mesurer des charges électriques. Et un électron a toujours la même charge. Il n'y a pas de demi-électron, il n'y a pas de double électron, ou de 1,5 électron. C'est toujours la même unité de charge élémentaire par électron.
On parle donc de quantification. D'autres caractéristiques qui sont liées à cette quantification, c'est par exemple l'énergie des particules. Alors, c'est Planck et Einstein qui initialement ont fait ce type d'expérience et de mesure et de calcul. L'énergie d'une particule, d'une seule particule, est donnée par E égale H nu, H fois nu. Où nu est la fréquence de l'onde, donc on retrouve cette propriété ondulatoire, et H est une constante universelle, appelée constante de Planck. On parle aussi de quantum d'action, peu importe, constante de Planck. Donc l'énergie de la particule est bien précise et liée à sa fréquence. Initialement, ça a été fait avec la lumière, avec des ondes électromagnétiques. Planck étudiait la propriété des corps noirs. Les corps noirs, ce sont des corps chauds qui émettent un rayonnement. Par exemple, le Soleil. Il est à un peu moins de 6000 degrés à sa surface et sa luminosité éblouissante est due à cette température. Un morceau de métal que l'on chauffe dans une forge ou avec un chalumeau passe au rouge, puis à l'orangé, puis au bleu-blanc. Il devient de plus en plus lumineux et sa couleur change en fonction de la température. C'est ce qu'on appelle la loi des corps noirs. C'est vrai aussi à plus basse température. On peut le voir avec des lunettes infrarouges qui permettent d'observer autour de soi ou de voir la nuit. Un corps humain est à 37 degrés et il est visible dans l'infrarouge. De même,